Merci, merci Madame la Présidente d'être ici aujourd'hui. Moi, je voulais revenir sur une question qui avait déjà été un petit peu abordée. Vous aviez parlé de la détection des talents le plus tôt possible. Et du coup, je m'interroge, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette détection des talents le plus tôt possible, en sachant que il y a une certaine inéquité sur les territoires d'accès à la pratique. Et je me baladais sur le site de la Fédération française handisport, qui répertorie en fonction des labels, donc les labels club et les labels espace loisirs handisport. Alors j'ai peut-être pas pris le département qu'il fallait, mais le Cher, c'est deux labels, deux pratiques, c'est basket et hand. Alors j'adore ces sports, hein, ces disciplines, c'est pas ça, mais en termes d'équité sur le territoire, et je pense qu'il y a vraiment une difficulté d'accès à la pratique, et du coup, si on pratique pas, comment est-ce qu'on détecte? Enfin, voilà. Donc toute cette problématique de détection des talents et de pratique égale sur tout le territoire et tous les territoires. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer tout ça? Vous avez parlé des fédérations, mais voilà, comment est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez impulser des choses sur l'ensemble des territoires? Alors oui, il y a un vrai challenge sur le maillage territorial et sur le fait de pouvoir proposer des clubs au plus près des pratiquants. Alors ce que vous avez regardé, c'est les labels, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a que deux clubs, hein. Ça veut dire que c'est uniquement deux clubs labellisés, donc un peu avec des étoiles. Mais il y a plus de clubs sur le Cher, même si je pense qu'il y a un vrai challenge à relever pour justement comment on fait pour mailler le territoire. Alors il y a deux options. Il y a l'option justement de pouvoir détecter des personnes qui ont un handicap soit assez léger, soit qui ont, je dirais, réussi à pratiquer dans le milieu ordinaire, et que justement les fédérations unisport puissent se dire, ah ben nous on en a eu plusieurs comme ça, des nageurs qui avaient un handicap assez léger et qui pouvaient du coup nager avec dans un club ordinaire de natation, et qui, du coup, s'il y avait quelqu'un, un entraîneur qui les a détectés et qui a dit, bah, je pense que peut-être ce handicap-là peut permettre d'avoir une reconnaissance sur le mouvement paralympique. Donc on a un travail à faire en commun avec les fédérations et spécifiques et Unisport. Comment aussi, ben, ça veut dire que souvent l'intérêt c'est peut-être d'avoir des sections donc qui accueillent des personnes en situation de handicap dans des gros clubs, qui permettent justement d'avoir déjà des infrastructures et des encadrants, et donc il faut les former. Sur le fait d'avoir des pôles, ça a toujours été, parce qu'historiquement, le sport paralympique, j'ai l'impression que ça devient un peu plus à la mode, j'allais dire, ou en tout cas plus vu, et c'est une vraie victoire pour nous que justement il y a une reconnaissance. Mais pendant longtemps, il y a eu uniquement les deux fédérations handisport et sport adapté qui ont essayé de développer cette pratique-là, et c'est des fédérations qui sont multisports, donc ça veut dire qu'elles devaient développer une pratique pour une trentaine de sports. Du coup, arriver à créer des pôles pour un sport avec un encadrement je dirais à domicile, avec un nombre de personnes en situation de handicap, de sportifs en situation de handicap suffisant pour que le pôle soit, je dirais, soit viable, c'était pas simple. Donc il y a eu des pôles qui étaient multisports. En tout cas, je parle de la fédération handisport. Elle va commencer à développer des pôles. Il y en aura un sur Talence, mais qui resteront multisports pour que justement il y ait un volume de jeunes qui s'entraînent. On a toujours la problématique à chaque fois après du transport entre les pôles, donc les CREPS, les écoles, puisque du coup, bah, comme c'est pas leur domicile, les prises en compte de transport adaptés, ils veulent pas en entendre parler entre un lieu qui est pas le domicile et l'école, et donc tout ça devient compliqué. On est obligé de trouver des minibus avec des bénévoles qui viennent les chercher à l'école, qui les déposent. Donc tout ça fait que souvent, ce que je disais, c'est que ce qu'il faudrait qu'on crée, c'est des espèces de pôles, enfin en tout cas un monde associatif qui prenne en compte tous les paramètres de frein à l'accès à la pratique, ou en tout cas qui propose à la personne en situation de handicap qui va vouloir pratiquer un peu un panel, une boîte à outils pour se dire, bah, comment je fais pour aller jusqu'au COP, comment je fais pour le trouver, comment je fais pour derrière trouver le matériel. Et il y a des expérimentations sur les territoires où il y a des gens comme ça qui essayent d'avoir cette pluralité dans la vision des besoins pour aller jusqu'à une pratique sportive. Et pour ça, il faut accepter qu'il n'y a pas de rentabilité, parce qu'on est au cas par cas, et que ça prend du temps, et que c'est de l'être humain. C'est aussi la vraie difficulté. Moi, je le vis au quotidien.
maintenant qu'on a remplacé l'information qu'on arrive à avoir en direct avec un être humain par des sites internet, par des répondeurs, etc., on n'arrive jamais à avoir l'information. C'est-à-dire que si je veux aller au cinéma, je ne vais pas savoir si telle ou telle salle sont accessibles et je n'arriverai à joindre personne. Et pareil pour un club, souvent, l'information qu'il va y avoir sur les sites internet, il va falloir aller voir quelqu'un, pouvoir expliquer son handicap parce qu'une personne paraplégique, c'est jamais la même, ou une personne non-voyante, pareil. Donc du coup, c'est un peu ce cas par cas qui n'est pas simple à prendre dans un monde où finalement on veut gérer de la masse. Et pour ça, c'est vrai que les demandes de moyens, elles vont être sur de l'humain, plus que presque sur du matériel. Il ne faut pas oublier que, voilà, que dans l'accessibilité, on parle souvent de rampes, d'ascenseurs, de vestiaires plus grands, mais il faut aussi parler de l'accessibilité en termes d'accueil et en termes d'êtres humains qui sont formés à accueillir, que ce soit pour les personnes handicapées mentales, mais aussi pour pouvoir entendre les demandes et de pouvoir adapter la pratique. Et il y a, je crois, que les êtres humains qui ont cette vraie capacité d'adaptation. Donc après, sur ce qui est la difficulté du mouvement paralympique, je ne vous le cache pas, c'est qu'on n'a pas de structure déconcentrée. Donc on n'a pas de, comme il y a des crosses et il y a des GDOS, on n'a pas ça sur le mouvement paralympique. On peut se poser la question justement de se dire que ça a un projet à moyen ou long terme. On espère moyen terme, mais c'est vrai aussi qu'on vit avec des moyens qui ne sont pas les mêmes. Et donc pour arriver à trouver, je dirais, parce que je dis c'est pas des moyens, c'est des êtres humains qu'il faut mettre sur le territoire pour justement avoir ce regard et cette expertise d'accompagnement. Et donc pour ça, il faut qu'on arrive à peut-être justement fédérer sur les territoires. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais on est une toute petite équipe. Le comité paralympique, c'est 6 personnes. Et donc c'est sûr que voilà, on est toujours entre le challenge, entre la performance et le développement.